Imaginez un instant que je vous dise qu'il existait une secte dont les membres étaient convaincus qu'ils pouvaient se téléporter vers l'étoile Sirius après leur mort. Imaginez maintenant que cette même secte ait orchestré l'une des tragédies les plus mystérieuses des années 90, impliquant des meurtres rituels, des incendies criminels et des suicides collectifs dans 3 pays différents. Si vous pensez que j'invente cette histoire pour attirer votre attention, détrompez-vous. L'ordre du Temple solaire n'est pas le fruit de mon imagination, mais bien une réalité glaçante qui a coûté la vie à 74 personnes entre 1994 et 1997. Cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui dépasse largement la fiction. Et croyez-moi, quand vous découvrirez comment 2 hommes ont réussi à convaincre des dizaines de personnes de mourir pour rejoindre une étoile, vous comprendrez pourquoi cette affaire continue de fasciner les enquêteurs du monde entier. Alors installez-vous confortablement, car ce voyage dans les méandres de la manipulation mentale et de la folie collective va vous tenir en haleine jusqu'à la dernière minute. Pour comprendre l'horreur de l'ordre du Temple solaire, il faut remonter aux années 80. Une époque où l'ésotérisme et où les mouvements spirituels alternatifs connaissaient un véritable boom. C'est dans ce contexte particulier que 2 hommes au profil bien différent vont se rencontrer et créer l'une des sectes les plus meurtrières de l'époque moderne. D'un côté, nous avons Luc Jouret, un médecin belge charismatique, né en 1947, passionné d'homéopathie et de médecine alternative. Jouret n'était pas un charlatan de foire ordinaire. Il possédait une réelle formation médicale et savait parfaitement comment utiliser son statut de docteur pour inspirer la confiance. Sa passion pour l'ésotérisme l'amène rapidement vers les théories New Age, la réincarnation et les philosophies orientales. Mais ce qui rendait Jouret particulièrement dangereux, c'était sa capacité à mélanger des concepts pseudo-scientifiques avec des discours mystiques, créant ainsi un cocktail intellectuel séduisant pour des personnes en quête de sens. De l'autre côté, nous trouvons Joseph Dimambro, né en 1924, un homme d'affaires français aux pratiques douteuses qui avait déjà eu des problèmes avec la justice pour escroquerie. Dimambro était l'archétype du gourou manipulateur, capable de détecter les failles psychologiques de ses interlocuteurs et d'en profiter pour les exploiter. Contrairement à Jouret, Dimambro n'avait aucune formation académique prestigieuse, mais il possédait un talent inné pour les affaires et une compréhension instinctive de la psychologie humaine. Ces 2 hommes, aux compétences complémentaires, vont fusionner leurs organisations en 1984 pour créer l'Ordre du Temple solaire, et ce, dans la petite commune de Saconnex-d'Arves, en Suisse. La genèse de cette organisation destructrice remonte à la fusion de 2 groupes préexistants. La fondation Golden Way, dirigée par Jouret, et l'Ordre international chevaleresque de tradition solaire, animé par Dimambro. Cette fusion n'était pas le fruit du hasard. Elle répondait à une stratégie bien précise. Jouret apportait sa crédibilité intellectuelle et médicale, ainsi que sa capacité à séduire un public éduqué, tandis que Dimambro maîtrisait tous les aspects organisationnels et financiers de la secte. Ensemble, ils ont créé un système pyramidal sophistiqué qui combinait les références historiques aux Templiers, les croyances ésotériques contemporaines et les techniques de manipulation psychologique les plus efficaces. L'Ordre du Temple solaire ne s'est pas contenté d'être une simple secte locale en Suisse. Très rapidement, l'organisation a étendu ses tentacules vers la France et le Canada, profitant de la mobilité internationale de ses dirigeants et de la fascination croissante pour les mouvements spirituels alternatifs, car elle permettait aux dirigeants de disperser les membres et leurs activités sur plusieurs juridictions, compliquant ainsi le travail des autorités. Luc Jouret était indéniablement le visage public de l'Ordre du Temple solaire. Avec son diplôme de médecin et sa prestance naturelle, il incarnait parfaitement le gourou moderne, capable de mélanger science et spiritualité de manière convaincante. Ses conférences attiraient des centaines de personnes, principalement des individus éduqués et financièrement aisés qui cherchaient des réponses aux questions existentielles que la société moderne ne parvenait plus à satisfaire. Jouret avait ainsi développé un discours sophistiqué qui puisait dans diverses traditions. L'alchimie médiévale, les mystères templiers, l'astrologie, l'homéopathie et même certains concepts de physique quantique détournés de leur sens original. Ce qui rendait Jouret particulièrement efficace, c'était sa capacité à ajuster son discours à son auditoire. Face à des scientifiques, il utilisait un vocabulaire
pseudo-scientifique parsemé de références à la médecine énergétique et à la physique quantique, devant un public plus spirituel, il développait les aspects mystiques et initiatiques de sa doctrine. Cette flexibilité discursive lui permettait de toucher un large spectre de la population, des ingénieurs aux artistes, des médecins aux chercheurs en quête de spiritualité. Joseph Di Mambro, quant à lui, préférait opérer dans l'ombre. Il était le véritable architecte de la secte, celui qui orchestrait les aspects financiers et organisationnels. Di Mambro avait compris que pour maintenir l'emprise sur ses membres, il fallait créer une hiérarchie complexe avec des niveaux d'initiation multiples. Plus un membre progressait dans la hiérarchie, plus il avait accès à des révélations exclusives, créant ainsi un sentiment d'appartenance à une élite spirituelle. Cette stratification servait aussi à isoler les membres ordinaires des décisions importantes, qui restaient à ce moment-là l'apanage des dirigeants. L'un des aspects les plus pervers de leur méthode était l'utilisation de ce qu'ils appelaient des manifestations cosmiques. Di Mambro avait mis au point tout un système de trucage sophistiqué qui permettait de simuler des apparitions spirituelles lors des cérémonies. Des projections holographiques rudimentaires, des effets sonores, des jeux de lumière, tout était orchestré pour convaincre les membres qu'ils assistaient à de véritables manifestations paranormales. Ces mises en scène, combinées à l'utilisation de drogues légères et à des techniques d'hypnose collective, créaient des expériences mystiques artificielles, mais particulièrement marquantes pour les participants. Alors avant de poursuivre cette histoire fascinante et terrifiante, si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, car je publie régulièrement des vidéos qui explorent la psychologie et l'âme humaine. Alors la doctrine de l'ordre du Temple solaire était un mélange complexe et séduisant de différentes traditions spirituelles. Et tout ça habilement orchestré pour créer un système de croyances cohérent en apparence. Au cœur de cette doctrine se trouvait le fait que l'humanité traversait une période de transition cosmique et que seuls les initiés de l'ordre seraient capables de survivre à cette transformation. Selon Juré Di Mambro, la Terre était condamnée à cause de la pollution, des guerres et de la dégradation spirituelle de l'humanité. Face à cet apocalypse annoncé, les membres de l'ordre étaient présentés comme des élus destinés à poursuivre l'évolution spirituelle de l'humanité sur d'autres planètes. L'étoile Sirius occupait une place prépondérante dans cette cosmologie délirante. Présentée comme le berceau des civilisations avancées, Sirius était décrite comme la destination finale des âmes suffisamment évoluées pour transcender l'existence terrestre. Cette idée n'était pas entièrement nouvelle, puisqu'elle puisait dans diverses traditions ésotériques qui attribuent à Sirius une importance particulière, notamment dans les mythologies de l'Égypte ancienne et dans certains courants de théosophie. Mais Juré et Di Mambro ont poussé cette croyance à son paroxysme en affirmant que les membres de l'ordre pouvaient littéralement se téléporter vers cette étoile par le biais de ce qu'ils appelaient le transit cosmique. Le concept de transit cosmique était au cœur de la manipulation psychologique exercée sur les membres. Selon cette théorie, la mort physique n'était qu'une illusion, et les initiés suffisamment préparés pouvaient utiliser leur décès comme moyen de transport vers des dimensions supérieures. Cette idée était particulièrement dangereuse car elle transformait la mort en un acte spirituel désirable, voire nécessaire pour atteindre l'illumination. Les dirigeants de la secte présentaient ce transit comme l'ultime illumination, réservée aux membres les plus spirituellement avancés. Pour rendre cette doctrine crédible, Juré et Di Mambro s'employaient sur une représentation personnelle de l'histoire des Templiers. Selon leur version, les Templiers historiques n'avaient jamais été vaincus au XIVe siècle, mais avaient simplement changé de forme pour préserver leurs connaissances secrètes à travers les siècles. L'ordre du Temple solaire se présentait donc comme l'héritier direct de cette tradition millénaire, dépositaire de savoirs ésotériques inestimables. Cette filiation supposée avec l'ordre des Templiers leur donnait une légitimité historique et flattait l'ego des membres. Ils se sentaient partie prenante d'une lignée spirituelle prestigieuse. La structure initiatique de l'ordre comportait plusieurs degrés, chacun révélant progressivement de nouveaux aspects de la doctrine. Le nouveau membre commençait par des enseignements basiques et relativement anodins sur la spiritualité, l'écologie et les médecines alternatives. Ce n'est qu'après plusieurs mois ou années d'endoctrinement qu'ils accédaient aux aspects les plus extrêmes de la doctrine, notamment la théorie sur le transit cosmique.
Cette progression graduée permettait d'habituer petit à petit les membres à des idées de plus en plus radicales, ce qui est un processus psychologique bien connu sous le nom de engagement escaladant. La vie quotidienne des membres de l'ordre du Temple solaire était minutieusement organisée pour maintenir un contrôle total sur leur existence. Contrairement à d'autres sectes qui isolaient physiquement les membres dans des communautés fermées, l'ordre du Temple solaire avait opté pour une stratégie plus subtile, mais tout aussi efficace. Les membres continuaient généralement à vivre dans la société, conservant leur travail et leurs relations familiales. Mais leur vie spirituelle était entièrement dédiée à l'ordre. Cette approche présentait plusieurs avantages pour les dirigeants. Elle permettait aux membres de continuer à générer des revenus qu'ils pouvaient ensuite reverser à l'organisation. Elle évitait d'attirer l'attention des autorités sur des communautés isolées. Et elle donnait l'illusion d'une plus grande liberté personnelle. Les membres étaient tenus de participer régulièrement à des cérémonies spirituelles qui se déroulaient dans des lieux secrets, souvent des propriétés appartenant à l'organisation ou à des membres fortunés. Ces cérémonies, inspirées de certains rituels maçonniques et templiers, créaient un sentiment d'appartenance à une fraternité exclusive. Les participants portaient des robes, utilisaient des symboles ésotériques et participaient à des méditations collectives ponctuées par les fameuses manifestations cosmiques de Dimambro. L'atmosphère de ces rassemblements était soigneusement calculée pour provoquer des états de conscience modifiés et renforcer l'adhésion aux croyances du groupe. L'aspect financier jouait un rôle crucial dans le système de contrôle. Les membres étaient encouragés, puis progressivement contraints, à faire des donations de plus en plus importantes à l'ordre. Ces contributions ne se limitaient pas à de l'argent liquide, mais pouvaient inclure des biens immobiliers, des bijoux, des œuvres d'art et même la signature de polices d'assurance vie au profit de l'ordre. Cette dépendance financière créait un système de contrôle particulièrement efficace. Plus un membre avait investi dans l'organisation, plus il lui devenait difficile psychologiquement et économiquement de s'en extraire. La surveillance mutuelle était également institutionnalisée au sein de l'ordre. Les membres étaient encouragés à rapporter les doutes ou les comportements jugés déviants de leurs confrères. Cette délation organisée créait une atmosphère de méfiance qui empêchait la formation de coalitions critiques et renforçait l'isolement psychologique de chaque individu. Paradoxalement, cette même surveillance était présentée comme un acte d'amour fraternel destiné à aider les autres membres dans leur progression spirituelle. L'endoctrinement passait également par un contrôle strict de l'information. Les membres étaient découragés de lire des ouvrages critiques sur les mouvements sectaires ou de s'informer sur l'actualité générale, car présentés comme distraction spirituelle nuisible. En revanche, ils étaient encouragés à lire exclusivement les textes produits par l'organisation et participer à des sessions de formation continue et animées par les dirigeants. Cette restriction informationnelle était une espèce de bulle cognitive qui rendait les membres de plus en plus imperméables aux influences extérieures et aux remises en question. Pensez un peu à comment ça se passe dans la société actuelle. Il y a certaines sectes qui sont bien déguisées. Rétrospectivement, plusieurs événements auraient dû alerter les autorités sur la dangerosité croissante de l'ordre du Temple solaire. Mais la complexité internationale de l'organisation et la discrétion de ses membres ont rendu la surveillance très difficile. Les premiers signaux d'alerte sont apparus au début des années 90, lorsque certains membres ont commencé à exprimer des préoccupations à leurs proches concernant l'évolution de la doctrine et les demandes financières de plus en plus pressantes des dirigeants. L'un des épisodes les plus révélateurs s'est produit en 1993, lorsque Luc Juret a été arrêté au Canada pour tentative d'achat illégal d'armes. Cette arrestation, qui aurait pu passer comme un incident isolé, révélait en réalité l'existence d'un plan plus vaste d'acquisition d'armement par l'organisation. L'enquête subséquente a révélé que l'ordre avait tenté d'acquérir des silencieux et des armes automatiques. Un arsenal clairement disproportionné par rapport aux besoins d'une organisation spirituelle légitime. Malheureusement, les autorités canadiennes n'ont pas poussé l'enquête plus loin et n'ont pas pu découvrir l'ampleur du réseau international de la secte. Parallèlement, cependant, la situation financière de l'ordre se dégradait rapidement. Les investissements hasardeux de Dimambro, notamment dans l'immobilier de luxe et les placements spéculatifs, avaient créé des pertes considérables. Cette crise financière a coïncidé avec une période croissante de tensions internes.
Plusieurs membres influents avaient commencé à remettre en question les orientations les plus extrêmes de la doctrine et certaines envisageaient ouvertement de quitter l'ordre. Pour des dirigeants habitués à un contrôle total, cette défection représentait une menace existentielle qui nécessitait une réponse drastique. C'est dans ce contexte de crise multiforme que Juré et Dimambro ont commencé à évoquer de plus en plus fréquemment l'idée du grand transit. Les références à cette migration cosmique, qui avait jusqu'alors été présentée comme un objectif spirituel lointain, sont devenues des prédictions imminentes. Les dirigeants ont commencé à expliquer à leurs membres les plus fidèles que les conditions terrestres se dégradaient si rapidement qu'il était peut-être temps de tenter le passage vers Sirius plutôt que prévu. Un autre élément troublant était l'évolution du discours concernant les enfants de l'organisation. Dimambro, qui avait toujours présenté sa fille Emmanuelle comme un être spirituellement exceptionnel, destiné à jouer un rôle crucial dans l'évolution cosmique de l'humanité, a commencé à tenir des propos de plus en plus mystérieux sur l'avenir de ses enfants cosmiques. Cette rhétorique particulière allait prendre une dimension tragique lors des événements de 1994, révélant que les dirigeants n'hésitaient pas à inclure les mineurs dans leurs plans destructeurs. L'isolement géographique croissant des membres était également préoccupant. Plusieurs familles avaient été encouragées à aller s'installer dans les propriétés isolées appartenant à l'organisation, et ce particulièrement en Suisse et au Canada. Cette concentration géographique, présentée comme nécessaire pour la préparation spirituelle au grand transit, facilitait en réalité le contrôle total de leurs activités quotidiennes et réduisait leur contact avec l'extérieur. Cette stratégie d'isolement physique était le prélude essentiel à l'exécution du plan final des dirigeants. La tragédie de l'ordre du Temple solaire a débuté dans la nuit du 4 au 5 octobre 1994 à Morin-Heights, une petite commune du Québec. C'est là que les corps de Tony Dutoit, de sa femme Suzanne et de leur fils Christopher, âgés de seulement 3 mois, ont été découverts dans une villa isolée appartenant à l'organisation. Cette découverte macabre n'était que le début d'une série d'événements qui allaient révéler l'ampleur de la folie destructrice des dirigeants de la secte. La famille Dutoit avait été assassinée car le père voulait quitter l'ordre du Temple solaire. Mais la réalité est encore plus sordide. Tony Dutoit, ancien membre fidèle de l'organisation, avait progressivement pris conscience de la dangerosité de la secte. Et il souhaitait protéger sa famille en rompant tout contact avec l'organisation. Cette volonté de départ représentait une menace inacceptable pour les dirigeants, qui ne pouvaient tolérer qu'un membre possédant des informations compromettantes sur leurs activités retrouve sa liberté. Mais ce qui rend le meurtre de cette famille particulièrement horrible, c'est l'acharnement contre le bébé Christopher, poignardé à plusieurs reprises selon l'autopsie. Les dirigeants de la secte avaient répandu la rumeur selon laquelle cet enfant était l'antéchrist et représentait une menace spirituelle pour l'organisation, justifiant ainsi son assassinat aux yeux des membres les plus fanatisés. Le lendemain, 48 cadavres ont été retrouvés dans 2 foyers d'incendie en Suisse, et ce, dans des circonstances similaires à celles du Québec. Ces découvertes simultanées dans les villages de Chéry et de Salvan ont révélé l'ampleur internationale du plan orchestré par Jouret et Dimambro, qui sont d'ailleurs eux-mêmes parmi les victimes. Les scènes découvertes par les pompiers et les enquêteurs dépassaient l'entendement. Des corps disposés en cercles rituels, certains portant des traces de violence, d'autres apparemment empoisonnés. Le tout dans des bâtiments incendiés selon un protocole précis destiné à effacer les preuves. L'enquête a rapidement révélé que ces morts n'étaient pas le résultat de suicides spontanés, et ce, comme l'avaient initialement cru les autorités, mais bien l'aboutissement d'un plan soigneusement orchestré. Les analyses toxicologiques ont montré que plusieurs victimes avaient été droguées avant leur mort, et les preuves balistiques ont confirmé que certaines avaient été abattues à bout portant. La mise en scène rituelle des corps et l'utilisation de dispositifs incendiaires sophistiqués démontraient que les dirigeants avaient préparé cette tragédie de longue date. Ce qui rendait cette affaire particulièrement troublante, c'était la participation active de certains membres à leur propre destruction et à celle de leurs proches. L'endoctrinement avait été si efficace que plusieurs victimes avaient effectivement cru participer à un transit cosmique vers Sirius.
Les lettres d'adieu retrouvées sur les lieux témoignaient de cette conviction délirante, révélant à quel point la manipulation psychologique exercée par les dirigeants avait été efficace. Certains membres avaient même organisé leurs affaires personnelles et rédigé leur testament en prévision de ce qu'ils percevaient comme un voyage spirituel vers une dimension supérieure. L'impact médiatique de ces découvertes a été considérable, révélant au public l'existence de l'ordre du Temple solaire et la sophistication de ses méthodes de manipulation. Les images des corps calcinés et des scènes rituelles ont marqué l'opinion publique, suscitant une prise de conscience sur les dangers des mouvements sectaires et l'urgence de mettre en place des mécanismes de prévention plus efficaces. La tragédie de 1994 n'était malheureusement que le premier acte d'une série mortelle qui allait se poursuivre pendant plusieurs années. Le 16 décembre 1995, exactement 1 an et 2 mois après les premiers meurtres, 16 nouvelles victimes ont été découvertes dans le massif du Vercors. Cette fois, les corps étaient disposés en étoile dans une clairière isolée. Leurs crânes fracassés par balles, selon un rituel qui rappelait tristement les événements précédents. Parmi les victimes se trouvaient 3 enfants, âgés de 2, 4 et 6 ans, révélant une fois de plus la barbarie absolue des responsables de ces crimes. Cette deuxième vague de meurtres a démontré que malgré la mort de Dimambro en 1994, des complices restés dans l'ombre continuaient d'appliquer le plan destructeur de l'organisation. L'enquête a révélé l'existence d'une cellule française dirigée par des membres fanatisés qui avaient survécu aux événements de 1994 et continuaient de croire aux prophéties de transit cosmique. Cette découverte a obligé les autorités à réviser leur compréhension de l'affaire, réalisant que l'ordre du Temple solaire disposait d'une structure clandestine plus complexe et résiliente qu'initialement estimée. Le dernier épisode de cette série macabre s'est produit le 20 mars 1997 à Saint-Casimir au Québec, où 5 derniers membres de la secte ont été retrouvés morts dans une maison incendiée. Cette fois-ci, les autorités ont pu intervenir plus rapidement et sauver 3 adolescents qui avaient été drogués mais avaient survécu à la tentative de meurtre collectif. Le témoignage de ces survivants a été crucial pour comprendre les derniers moments de l'organisation et révéler les mécanismes psychologiques qui avaient poussé ces individus à accepter leur propre destruction. Au total, 74 personnes ont perdu la vie entre 1994 et 1997 dans cette succession de drames orchestrés par l'ordre du Temple solaire. Ces chiffres ne révèlent cependant qu'imparfaitement l'ampleur de la tragédie, car ils ne comptabilisent pas les familles détruites, les proches traumatisés et les survivants marqués à vie par cette expérience sectaire. L'impact psychologique sur les communautés locales où se sont déroulés ces événements a également été considérable, créant ainsi un climat de méfiance durable envers les mouvements spirituels alternatifs. L'analyse chronologique de ces événements révèle une escalade programmée de la violence. Les dirigeants de la secte avaient conçu un plan d'autodestruction étalé sur plusieurs années, permettant ainsi de maintenir la terreur parmi les survivants et de décourager les défections. Cette tragédie de la tension révélait une sophistication criminelle qui dépassait largement le profil habituel des leaders sectaires et rapprochait l'ordre du Temple solaire des organisations terroristes les plus dangereuses. L'investigation sur l'ordre du Temple solaire a représenté un défi majeur pour les forces de police de 3 pays différents, nécessitant une coopération internationale sans précédent dans le domaine de la lutte contre les mouvements sectaires. La complexité de l'affaire résidait non seulement dans sa dimension transnationale, mais aussi dans la sophistication des méthodes utilisées par les dirigeants pour brouiller les pistes et éliminer les preuves de leurs crimes. Les enquêteurs suisses, français et canadiens ont dû développer de nouvelles techniques d'investigation adaptées à ce type de criminalité organisée à caractère spirituel. L'analyse des communications entre les différentes cellules de l'organisation a révélé l'existence d'un réseau de complicité beaucoup plus étendu que ce qui avait été initialement supposé. Plusieurs membres de l'entourage des victimes avaient participé activement à l'organisation des meurtres.
soit par conviction religieuse, soit par peur de représailles. L'expertise psychologique des survivants et des proches des victimes a permis de comprendre les mécanismes de manipulation mentale utilisés par Jouret et Dimambro. Ces analyses ont révélé l'utilisation systématique de techniques de persuasion coercitive particulièrement sophistiquées, combinant isolation sociale, privation sensorielle, surcharge cognitive et chantage affectif. Les témoignages recueillis ont également permis de reconstituer l'évolution idéologique de la secte et de comprendre comment des individus rationnels avaient pu accepter de participer à leur propre destruction. L'investigation financière a révélé un système complexe de détournement et de manipulation comptable qui avait permis aux dirigeants d'accumuler des millions de dollars avant la tragédie finale. Ces fonds provenaient principalement des donations des membres, mais aussi d'activités commerciales légales qui servaient de façade à l'organisation. L'argent était ensuite redistribué vers des comptes offshore et des investissements immobiliers dans plusieurs pays, créant un réseau financier difficile à tracer pour les autorités. Un aspect particulièrement troublant révélé par l'enquête était l'existence de listes noires établies par les dirigeants répertoriant les membres considérés comme des traîtres ou des menaces potentielles pour l'organisation. Ce document, partiellement détruit lors des incendies, mais reconstitué par les experts, montrait que plusieurs personnes avaient été surveillées et menacées bien avant les événements tragiques de 1994. Cette planification méthodique de l'élimination des opposants révélait une dimension criminelle qui dépassait largement le cadre habituel des conflits sectaires. Une des dimensions les plus poignantes de la tragédie de l'ordre du Temple solaire concerne l'impact dévastateur sur les familles des victimes et les rares survivants qui avaient réussi à échapper à l'emprise de la secte. Ce témoignage, souvent recueilli des années après les événements, révèle l'ampleur des traumatismes psychologiques causés par l'endoctrinement sectaire et la violence de la désintégration finale de l'organisation. Les conjoints et les enfants des membres qui avaient quitté l'ordre avant la tragédie ont souvent témoigné de leurs sentiments de culpabilité, se demandant s'ils auraient pu faire quelque chose pour sauver leurs proches. Cette culpabilité de survivants est amplifiée par la nature particulière de l'engagement sectaire, où les liens familiaux traditionnels sont progressivement remplacés par une loyauté exclusive envers l'organisation. Beaucoup de ses proches avaient tenté pendant des années de convaincre les victimes de quitter la secte, et ce, sans succès, créant des tensions familiales durables qui ont rendu le deuil encore plus difficile. Les quelques membres qui ont réussi à échapper aux événements de 1994-1917 portent un témoignage particulièrement précieux sur les mécanismes internes de l'organisation. Leur récit révèle l'évolution progressive de l'atmosphère au sein de l'ordre, passant d'un climat initialement bienveillant et spirituel à une ambiance de plus en plus oppressante et paranoïaque. Ces survivants décrivent comment les dirigeants ont progressivement isolé les membres de leur famille et de leurs amis, créant une dépendance émotionnelle totale envers l'organisation. L'un des témoignages les plus bouleversants concerne les enfants qui ont grandi au sein de l'ordre. Plusieurs d'entre eux ont été retirés de l'école publique pour recevoir une éducation contrôlée par la secte, les coupant ainsi de tout contact avec le monde extérieur. Ces enfants, devenus adultes, témoignent aujourd'hui des difficultés énormes qu'ils ont rencontrées pour s'intégrer dans la société normale après avoir échappé à l'emprise de l'organisation. Beaucoup souffrent encore de troubles post-traumatiques et ont dû entreprendre des thérapies prolongées pour reconstruire leur identité et leurs repères moraux. L'affaire de l'ordre du Temple solaire a eu des répercussions considérables sur les systèmes judiciaires des trois pays impliqués et ont contribué à faire évoluer la législation concernant les mouvements sectaires. En Suisse, pays traditionnellement réticent à s'immiscer dans les affaires religieuses, l'ampleur de la tragédie a provoqué un débat public sur la nécessité de mieux encadrer les organisations spirituelles alternatives. Les procédures judiciaires se sont révélées particulièrement complexes en raison de la mort de plusieurs des responsables lors des événements de 1994.
Seuls quelques complices ont pu être traduits en justice, principalement des membres qui avaient participé à l'organisation logistique des crimes sans être présents lors de leur exécution. Ces procès ont été l'occasion de révéler publiquement les méthodes de manipulation utilisées par la secte et ont sensibilisé l'opinion publique aux dangers des dérives sectaires. En France, l'affaire a contribué à renforcer l'arsenal législatif anti-secte, notamment avec l'adoption de la loi Abou-Picard en 2001, et qui a créé le délit d'abus de faiblesse en état de sujétion psychologique. Cette législation, directement inspirée par les enseignements tirés de l'affaire de l'ordre du Temple solaire, permet aujourd'hui aux autorités d'intervenir plus facilement lorsque des individus vulnérables sont exploités par des organisations sectaires. Le Canada a également renforcé ses mécanismes de surveillance et de prévention, en créant notamment des cellules spécialisées dans le renseignement sur les mouvements sectaires au sein de la police fédérale. Ces unités ont pour mission de détecter précocement les signes de radicalisation dangereuse au sein des organisations spirituelles et d'alerter les autorités compétentes avant qu'une tragédie ne se produise. L'impact international de l'affaire a également contribué à améliorer la coopération policière et judiciaire en matière de lutte contre les dérives sectaires. Des accords de partage d'informations ont été signés entre différents pays pour permettre un suivi plus efficace des mouvements sectaires transnationaux et éviter qu'ils puissent exploiter les failles des juridictions nationales. Pour comprendre véritablement comment l'ordre du Temple solaire a pu conduire 74 personnes à la mort, il est essentiel d'analyser les mécanismes psychologiques sophistiqués utilisés par ces dirigeants. Cette analyse nous aide également à comprendre pourquoi des individus intelligents et éduqués ont pu tomber dans ce piège mortel. Et surtout, comment détecter ces techniques de manipulation dans d'autres contextes. La première étape du processus d'endoctrinement consistait à identifier les personnes vulnérables. Contrairement aux idées reçues, l'ordre du Temple solaire ne ciblait pas prioritairement des individus faibles ou marginaux, mais plutôt des personnes traversant des périodes de questionnement existentiel ou de transition personnelle. Les périodes de deuil, de divorce, de changement professionnel ou de crise spirituelle constituaient des moments privilégiés pour l'approche des recruteurs de la secte. L'appât initial utilisé était généralement la promesse d'accès à des connaissances secrètes et à une communauté d'élite spirituelle. Les conférences publiques de Louis particulièrement brillantes et érudites, attiraient un public intellectuellement exigeant qui se sentait flatté d'être considéré comme suffisamment évolué pour comprendre ces enseignements sophistiqués. Cette phase de séduction intellectuelle était cruciale pour établir la crédibilité de l'organisation auprès de personnes habituellement méfiantes vis-à-vis des discours simplistes. Une fois les nouveaux membres intégrés, commençait un processus d'isolement progressif de leur environnement social habituel. Cet isolement n'était jamais présenté comme tel, mais plutôt comme une élévation spirituelle qui rendait naturellement difficiles les relations avec des personnes moins évoluées. Les membres étaient encouragés à passer de plus en plus de temps avec leurs frères et sœurs cosmiques et à réduire leur interaction avec les anciens amis, présentés comme des obstacles à leur progression spirituelle. Le contrôle de l'information constituait un autre pilier du système de manipulation. Les membres étaient progressivement convaincus que les médias traditionnels diffusaient de la désinformation destinée à les détourner de leur quête spirituelle. Seules les informations filtrées par l'organisation étaient présentées comme fiables, créant ainsi une vision déformée de la réalité qui renforçait l'impression d'appartenir à un groupe d'initiés détenteurs de la vérité. La technique de l'engagement escaladant était particulièrement perverse dans le contexte de l'ordre du Temple solaire. Les membres commençaient par des engagements mineurs, assister à des conférences, participer à des médiations collectives, faire de petites donations. Progressivement, ces engagements devenaient de plus en plus importants et irréversibles. Quitter son emploi pour se consacrer à la spiritualité, vendre ses biens pour financer l'organisation, couper les liens avec sa famille d'origine. Chaque étape rendait plus difficile le retour en arrière et renforçait
l'identification à la secte. L'analyse rétrospective de l'affaire de l'Ordre du Temple solaire permet d'identifier plusieurs signaux d'alarme qui auraient pu alerter les proches des victimes et les autorités sur la dangerosité croissante de l'organisation. Ces indicateurs restent pertinents aujourd'hui pour détecter d'autres mouvements sectaires potentiellement dangereux. Le premier signal d'alarme était l'évolution du discours des dirigeants concernant la société extérieure. Au fil du temps, Jouret et Di Mambro avaient développé une rhétorique de plus en plus apocalyptique, présentant le monde extérieur comme condamné et les membres de l'ordre comme les seuls élus destinés à survivre à la catastrophe imminente. Cette polarisation extrême entre un « nous » pur et spirituel et un « eux » corrompu et voué à la destruction est caractéristique des groupes sectaires dangereux. La militarisation progressive de l'organisation constituait un autre indicateur préoccupant. L'acquisition d'armes à feu par Luc Jouret au Canada, présentée comme nécessaire à la protection du groupe contre ses ennemis, révélait une paranoïa croissante et une préparation à l'usage de la violence. Cette évolution vers la militarisation est souvent le prélude à des actes destructeurs, car elle habitue progressivement les membres à l'idée que la violence peut être légitime dans certaines circonstances. L'obsession croissante pour la mort et la transcendance étaient également révélatrices de l'évolution dangereuse de la doctrine. Les références de plus en plus fréquentes au transit cosmique et à la nécessité de quitter le plan terrestre pour rejoindre les dimensions supérieures normalisaient progressivement l'idée de la mort comme solution spirituelle. Cette banalisation de la mortalité est particulièrement dangereuse dans un contexte sectaire où les membres ont abandonné leur esprit critique. La destruction des liens familiaux traditionnels représentait un autre signal d'alarme majeur. L'ordre encourageait activement ses membres à rompre avec leurs proches non initiés, présentant ces relations comme des obstacles à l'évolution spirituelle. Cette rupture dans les liens de soutien naturel rendait les membres totalement dépendants de l'organisation et éliminait les influences modératrices qui auraient pu les aider à prendre du recul sur leur engagement. L'opacité financière croissante de l'organisation était également préoccupante. Les demandes de contribution, de plus en plus importantes, combinées au refus de rendre des comptes sur l'utilisation de ces fonds, révélaient un détournement systématique des ressources des membres à des fins personnelles ou criminelles. Cette exploitation financière est souvent le signe que les dirigeants préparent leur sortie ou planifient des activités illégales. Près de 30 ans après les premiers événements tragiques, l'affaire de l'Ordre du Temple solaire continue d'influencer notre compréhension des phénomènes sectaires et notre approche de la prévention. Cette tragédie a marqué un tournant dans la perception publique des mouvements spirituels alternatifs et a contribué à développer des outils de détection et d'intervention plus efficaces. L'une des leçons les plus importantes de cette affaire concerne la nécessité de ne pas sous-estimer la sophistication intellectuelle de certains mouvements sectaires. L'Ordre du Temple solaire a démontré qu'une secte dangereuse pouvait recruter parmi les élites intellectuelles et sociales, remettant en question les stéréotypes habituels sur le profil des victimes d'une emprise sectaire. Cette prise de conscience a obligé les spécialistes à réviser leur grille d'analyse et à développer des approches plus nuancées de la prévention. L'affaire a également révélé l'importance cruciale de la coopération internationale dans la lutte contre les mouvements sectaires transnationaux. La capacité de l'ordre à opérer simultanément dans 3 pays différents, exploitant les failles juridiques et les difficultés de coordination entre les autorités nationales, a souligné la nécessité de développer des mécanismes de surveillance et d'intervention coordonnés au niveau international. Sur le plan sociologique, la tragédie de l'Ordre du Temple solaire a contribué à une meilleure compréhension des facteurs qui rendent certaines personnes vulnérables à l'emprise sectaire. Les recherches menées dans le sillage de cette affaire ont permis d'identifier
les périodes de vie à risque et les profils psychologiques les plus exposés, facilitant ainsi le développement de programmes de prévention ciblés. L'impact médiatique de l'affaire a également sensibilisé le grand public aux dangers des dérives sectaires, contribuant ainsi à créer un environnement social plus vigilant. Cette sensibilisation collective constitue l'une des meilleures protections contre l'émergence de nouveaux mouvements dangereux, car elle permet aux proches des personnes en voie d'endoctrinement de reconnaître plus rapidement les signaux d'alarme. Comme souvent dans les affaires impliquant des mouvements sectaires, la tragédie de l'ordre du Temple solaire a donné naissance à de nombreuses théories du complot et spéculations sur d'éventuels aspects non élucidés de l'affaire. Bien qu'il soit important de distinguer les faits avérés des hypothèses invérifiables, certaines zones d'ombre persistent effectivement dans le dossier et continuent d'alimenter les interrogations des enquêteurs et des observateurs. L'une des questions les plus débattues concerne l'éventuelle existence de complices qui auraient échappé aux investigations et continueraient d'être actifs aujourd'hui. Plusieurs indices suggèrent que le réseau de l'ordre du Temple solaire était plus étendu que ce qui a été officiellement révélé, et que certains membres périphériques ont pu survivre aux événements tragiques en restant dans la clandestinité. Cette hypothèse est renforcée par quelques témoignages de personnes affirmant avoir été contactées par d'anciens membres de la secte dans les années suivant la tragédie. La question des motivations réelles de Jouret et d'Imambron continue également de susciter des débats. Certains analystes s'interrogent sur la sincérité de leurs croyances spirituelles, suggérant que les deux hommes auraient pu utiliser la façade religieuse pour masquer des activités criminelles plus prosaïques, blanchiment d'argent, trafic d'armes ou escroquerie financière à grande échelle. Cette interprétation expliquerait pourquoi ils ont préféré organiser leur propre mort plutôt que de risquer d'être arrêtés et jugés. Les circonstances exactes de la mort de certaines victimes soulèvent également des questions non résolues. Les expertises médico-légales ont révélé des incohérences dans la chronologie des décès qui suggèrent que certains membres ont pu être assassinés par d'autres avant d'être eux-mêmes exécutés. Cette découverte laisse planer le doute sur l'identité réelle des exécutants finaux et sur l'existence possible d'un cercle restreint d'exécuteurs qui auraient pu survivre aux événements. L'aspect financier de l'affaire recèle également son lot de mystère. Malgré les investigations profondes menées par les autorités de plusieurs pays, une partie importante de la fortune accumulée par l'ordre n'a jamais été retrouvée. Cette cassette noire représenterait plusieurs millions de dollars qui auraient pu être transférés vers des comptes secrets ou investis dans des biens difficiles à tracer. L'existence de ces fonds non localisés alimente la spéculation sur la survie possible de la structure financière de l'organisation. L'histoire de l'ordre du Temple solaire nous confronte à l'une des réalités les plus troublantes de notre époque. La capacité de certains individus à manipuler les aspirations spirituelles légitimes de leurs contemporains pour les conduire vers la destruction. Cette tragédie, qui a coûté la vie à 74 personnes entre 1994 et 1997, dépasse largement le cadre d'un simple fait divers criminel pour révéler les failles de nos sociétés modernes face au phénomène d'emprise sectaire. Ce qui rend cette affaire particulièrement instructive, c'est qu'elle brise tous les stéréotypes habituels sur les sectes et leurs victimes. Loin d'être des individus faibles ou marginaux, les membres de l'ordre du Temple solaire appartenaient souvent aux classes moyennes et supérieures, disposaient d'une bonne éducation et exerçaient des professions respectables. Cette réalité nous oblige à reconnaître que personne n'est à l'abri de la manipulation sectaire, particulièrement dans ces moments de fragilité existentielle que nous traversons tous à différentes périodes de notre vie. L'affaire révèle également la sophistication croissante des techniques de manipulation utilisées par les mouvements sectaires contemporains. L'utilisation de références scientifiques détournées,
la création d'environnements virtuels immersifs, l'exploitation de nouvelles technologies de communication. Tous ces éléments montrent que les gourous modernes s'adaptent constamment aux évolutions de la société pour maximiser leur emprise sur les victimes. La dimension internationale de l'ordre du Temple solaire anticipe également sur les défis contemporains posés par la mondialisation des mouvements sectaires. Dans un monde interconnecté, où les frontières nationales deviennent de plus en plus perméables, les organisations destructrices peuvent facilement exploiter les failles des systèmes de surveillance nationaux et échapper aux mécanismes de contrôle traditionnels. Mais au-delà de ces aspects techniques, l'affaire de l'ordre du Temple solaire nous interpelle sur les questions de sens et de spiritualité dans nos sociétés sécularisées. La quête spirituelle légitime de nombreux membres de la secte révèle un vide existentiel que nos institutions traditionnelles ne parviennent plus à combler. Cette carence crée un terrain fertile pour l'émergence des propositions spirituelles alternatives, dont certaines peuvent dériver vers la destruction. 30 ans après ces événements tragiques, les leçons de l'ordre du Temple solaire restent d'une actualité brûlante. Dans un contexte marqué par la montée des théories conspirationnistes, la radicalisation idéologique et la fragmentation sociale, les mécanismes de manipulation révélés par cette affaire peuvent réapparaître sous de nouvelles formes. La vigilance collective, l'éducation à l'esprit critique et le maintien des liens sociaux solides constituent nos meilleures défenses contre la résurgence de telles tragédies. L'histoire de l'ordre du Temple solaire nous rappelle finalement que la liberté de conscience, valeur fondamentale de notre démocratie, s'accompagne d'une responsabilité collective de protection des plus vulnérables. Cette responsabilité nous concerne tous, proches, éducateurs, professionnels de la santé, autorités publiques et citoyens ordinaires. Car c'est seulement par cette vigilance partagée que nous pourrons éviter qu'une nouvelle génération de manipulateurs ne transforme les aspirations spirituelles légitimes de nos contemporains en instruments de destruction. L'ordre du Temple solaire reste l'un des exemples les plus glaçants de la capacité humaine à détourner la quête de sens vers la destruction.